Quand une foule hystérique s'agite, empêchant la police de remplir ses fonctions, quand on crache sur les policiers, qu'on leur crie des insultes en plein visage et qu'on essaie même d'écraser ceux qui accomplissent dans leur devoir, leur fonction officielle avec des voitures. Et la police, comme vous le comprenez, dispose d'armes, donc elles sont dégainées, elles tirent et quand elles tirent, parfois elles touchent et une nouvelle croix apparaît au cimetière. Ou alors un croissant, selon le cas, ou selon l'expression de Karl Marx et Clara Zetkin. Information urgente, de nouveaux détails sur la fusillade mortelle visant une infirmière de l'hôpital des anciens combattants à Minneapolis. Ce soir, ABC News a reçu un rapport préliminaire du DHS sur la fusillade d'Alex Pretty. Le rapport envoyé au Congrès révèle que 2 agents fédéraux ont tiré 10 fois sur Alex Pretty en quelques secondes. Le rapport précise que le MVB a effectué une analyse préliminaire des vidéos des caméras corporelles de certains agents. C'est ce que vous auriez vu sur la vidéo de 20 secondes que je vous ai montrée. Des personnes du civil se sont agrippées à un policier et il a fallu 2 autres policiers et du gaz poivré pour les séparer. Est-ce que vous empêcheriez la police d'arrêter une personne qui vient de commettre un meurtre? Pas il y a 100 ans, mais récemment. Et vous le couvrez de vos corps, empêchant son arrestation. Autrement dit, vous devenez automatiquement complice de ces crimes. Vous essayez de l'arracher à la police. Concernant la déclaration récente du président Trump sur la mort de l'infirmier, Matt Rivers d'ABC débute notre reportage depuis Minneapolis. Regardez ce qui se passe. D'un autre côté, il y a l'arrestation d'une personne, ou plutôt, ce n'est même pas encore une arrestation, mais la maîtrise d'une personne qui empêche la police de faire son travail. Le Congrès a exigé les vidéos des caméras des policiers. Le rapport précise qu'une lutte a éclaté lors de la tentative de garde à vue. Un agent des douanes a crié plusieurs fois « Il a un pistolet !» Selon les informations, environ 5 secondes plus tard, l'agent des douanes a tiré avec son Glock 19. L'un des assaillants avait un pistolet et 2 policiers ont ouvert le feu sur lui. Le rapport du DGB n'indique pas que Pretty a tenté de saisir son arme, ni qu'il a été désarmé avant d'être abattu. Ce reportage est d'ABC. Eh bien, les journalistes qui détestent Trump et donc tous ceux qui sont de son côté, c'est-à-dire nous tous. Ils présentent la situation comme si, lors d'une altercation ou d'une bagarre, on pouvait prendre des décisions instantanées avec sang-froid. Mais les policiers sont attaqués, on se jette sur eux, des femmes crient. Ils ont répété, ils sont bien entraînés, les policiers sont bousculés, on les gêne, on leur barre la route. Les attaques contre la police fédérale sont encouragées par le parti DM, qui est au pouvoir à Minneapolis. Et la soi-disant foule spontanée est en réalité bien payée et ils savent très bien qu'ils seront couverts, enfin qu'ils échapperont à toute sanction. Toutes ces émeutes, les avocats, l'équipement, les entraînements sont financés par Neville Roysingham, soi-disant avec son propre argent. Mais il vit en Chine depuis de nombreuses années, et ses liens avec les soi-disant structures chinoises sont incontestables. Depuis la Chine, le financement des émeutes pro-palestiniennes aux États-Unis transite aussi par Singham. À Los Angeles, par exemple, on a déjà retracé l'argent arrivé. C'est un musulman qui a fait beaucoup d'argent grâce aux produits à logiciel. C'est un communiste qui, en fait, relie la Chine aux islamistes du Moyen-Orient. Il n'y a pas eu de procès contre lui, il n'existe pas encore de décision de justice, donc on ne peut pas dire que sa culpabilité est prouvée. Mais de nombreux témoignages pointent dans sa direction le code rose, c'est-à-dire, le code rose. Il reçoit de l'argent de Neville. Et le Front populaire est une organisation new-yorkaise, il reçoit également de lui de nombreux flux de financement, qui passeront par des fonds S, des sociétés écrans. Les manifestations anti-israéliennes, disons les passages à tabac de juifs, dans les universités étaient financés par ce même Singham, et son argent paie des agitateurs engagés qui viennent dans les universités et, sous couvert d'être étudiants, initiant des bagarres, des incendies criminels, s'introduisant dans les salles de classe.
Les gens de Singham nient tout lien avec les renseignements chinois et disent beau seulement lutter contre l'impérialisme de Singham. La Chine agit discrètement et opère aussi en Inde, Afrique du Sud, Brésil, Argentine et Royaume-Uni. Ils trouvent pratique de passer par un citoyen américain. Selon des informations non vérifiées pour l'instant, les mouvements anti-israéliens en Israël même sont également financés par le Parti communiste chinois via ce même Singham. Qu'est-ce qu'Alex Préti faisait par une froide journée d'hiver à l'endroit où la police du département fédéral de l'immigration a encerclé le lieu où il se cachait, ou bien où il se cachait? Nous ne savons pas exactement combien. Des criminels, ce n'est pas facile à dire comme ça. Des gens gentils et bons qui ont traversé la frontière, c'est aussi un crime, oui. Mais à ce moment-là, ils ne débusquaient là pas simplement ceux qui avaient traversé la frontière, mais ceux qui avaient commis des crimes sur le territoire des États-Unis d'Amérique. Alors Alex est venu là-bas avec d'autres comme lui pour ne pas laisser arrêter ces, disons-le gentiment, meurtriers et bandits. Je ne sais pas comment vous allez encore les appeler. Comment savait-il que la police était venue exactement là? La Chine et le Parti démocrate américain ont surveillé les déplacements des véhicules du département de l'immigration. C'est seulement quand la police part pour l'arrestation. Les agents sur le terrain rencontrent, disons, des groupes composés de lesbiennes et de personnes transgenres. De simples militants engagés se précipitent sur place et s'engagent dans la lutte. Cela ressemble à une situation où une personne est arrivée sur les lieux pour infliger un maximum de dégâts aux civils et tuer les représentants de l'ordre. Suite. Le président Trump a demandé aujourd'hui si la fusillade d'Alex Préti était justifiée. Eh bien, vous savez, nous menons une grande enquête. Je veux voir l'enquête, je vais la suivre, je veux une enquête très honnête et correcte. Je dois le voir moi-même. Contrairement à Obama, qui, dans le cas de l'arrestation d'un militant noir, a immédiatement déclaré, sans comprendre, que le policier raciste était coupable, Trump a dit « Messieurs, je dois comprendre ». Obama a exigé immédiatement le licenciement et la punition du policier, puis il s'est avéré que le policier n'était pas du tout raciste et qu'il avait 100% raison dans ce qu'il faisait. Obama a tourné la situation à son avantage et a organisé, comme il l'a appelé, une rencontre amicale à la Maison-Blanche, qu'on a appelée Beer Summit, c'est-à-dire une rencontre autour d'une bière, disons-le ainsi. Oui, ou en se contorsionnant devant les caméras, Obama disait à quel point il aime notre police. Le président Obama et le vice-président Biden ont rencontré hier deux acteurs centraux du débat sur le profilage racial, le professeur Henry Gates de Harvard et le sergent James Crowley de la police de Cambridge. Ces deux hommes ont passé 40 minutes près de la Maison-Blanche à discuter autour d'une bière. Tout le monde a vu la presse. Comprenez-vous clairement pourquoi cela a été fait? Eh bien, pour se justifier, évidemment, comme on disait autrefois dans le monde du cinéma, même un hérisson comprend. Pourquoi un hérisson, je vous jure, je ne sais pas, mais si même un hérisson comprend, alors tout le monde devrait comprendre. Donc ABC disait « Quel homme remarquable qu'Obama ». C'est bien cette même ABC. Quoi? Il n'a pas compris la situation et il a tout de suite commencé à rabrouer le policier, puis il s'est précipité pour corriger sa propre bassesse. Et en même temps, comme Trump essaie mauvais, parce qu'il n'a pas accusé le policier immédiatement, mais a dit qu'il fallait d'abord comprendre la situation avant d'accuser qui que ce soit. Qui est donc cet homme qui a été tué, qui est allé tenter d'arrêter l'arrestation? Un meurtrier, il a pris un pistolet chez lui, il s'est précipité pour empêcher physiquement la police de faire son travail, et comme je l'ai déjà dit, il défend des meurtriers et des criminels. On le présente comme un infirmier de Minneapolis, eh bien, il est probablement infirmier à Minneapolis. Et on affiche cette photo d'un homme gentil et souriant. Ils ont fait intervenir la sœur de la victime. La sœur d'Alex Préti a qualifié son frère de héros et condamné fermement les mensonges d'Alex. Ce serait étrange si la sœur, qui je suppose me déteste aussi, vous déteste et déteste tous les conservateurs, disait quelque chose de négatif sur son frère. Quant à elle, je soupçonne qu'elle fait exactement la même chose. Elle s'en prend à la police et leur griffe le visage. Mais le problème, c'est qu'une vidéo de ce même Alex est apparue environ 10 à 12 jours avant que la mort ne survienne.
C'est le même Alex, le même froid dans la rue, la même haine, le même désir de blesser, de détruire, d'attaquer. Sachant qu'il ne lui arrivera rien pour ça, qu'on le couvrira. Eh bien, ceux qui peinent pour tout ça. D'ailleurs, je pense que c'était un homme malheureux, seul, dont personne n'avait besoin. De nouvelles images d'Alex Pretty, filmées 11 jours avant sa mort par la patrouille frontalière à Minneapolis le 24 janvier, ont émergé. Alex, mon cher, merveilleux héros, crache par la fenêtre de la voiture de police. Il est excité, il ne tient pas en place, il a besoin de déverser sa haine, et il la déverse. Sur la vidéo enregistrée le 13 janvier, on voit Pretty crier une insulte et cracher sur la voiture d'un agent fédéral de l'immigration lors d'une manifestation, puis il donne un coup de pied dans la voiture de l'agent, brisant le feu arrière. Il n'est pas dans son état normal, il est clairement, d'ailleurs, sous quelque chose, je ne sais pas, il me semble, sous l'emprise de drogue quand il casse le phare. Mais qui, dans un état normal, irait donner un coup de pied à une voiture de police en cassant le phare? C'est complètement insensé. Oui, il faut être dans un état, c'est-à-dire un état d'excitation, soit intérieur, soit acquis, et si c'est acquis, alors c'est évidemment acquis, sous l'effet de quelque chose. Le policier saute de la voiture et, chanceux, il n'est pas tué, mais seulement frappé. Les agents sortent de la voiture et une bagarre éclate. Pretty perd son manteau en tombant par terre et quand il se relève, on aperçoit quelque chose qui ressemble à un pistolet à sa ceinture. D'ailleurs, il a aussi apporté et amené un pistolet là-bas, sachant qu'il y aurait des affrontements avec la police. Au fait, il a glissé le pistolet à sa ceinture, d'abord il a craché, puis, dans la colère, il a donné un coup de pied à la voiture, et ensuite, qu'est-ce qui a fait qu'il a eu de la chance cette fois-là? Ils n'ont pas vu le pistolet et il n'a rien eu de cassé, juste mis à terre. Ils lui ont donné quelques coups, puis sont partis. Évidemment, les parents, tout comme la famille de ce sale vaurien nommé George Floyd, ont tout de suite voulu de l'argent. Aussitôt, une nuée d'avocats a surgi. Donc, comme des mouches sur de la merde, tout le monde pleure, mais tout le monde sent l'appât du gain. L'avocat des parents de Pretty a affirmé que le conflit du 13 janvier ne justifiait en rien le tir mortel des policiers le 24. Le service des enquêtes de la sécurité intérieure analyse de nouvelles vidéos et l'incident. On ignore si les officiers présents lors de l'altercation du 13 étaient aussi là quand Pretty a été tué. Réfléchissons-y. 28 000 agents de la police de l'immigration attrapent des criminels qui sont entrés aux États-Unis sans visa et sans notre autorisation d'être dans notre pays. Il y a des bureaux de ce département dans les 50 États. Mais pour une raison quelconque, il y a des affrontements, des fusillades et tout le reste là-bas. Tout cela se passe uniquement dans un État dirigé par les démocrates. Et en ce moment même, la direction démocrate de cet État fait l'objet d'une enquête. Concernant le vol de plusieurs milliards, où il manque dans la caisse de l'État entre 9 milliards et, certains parlent même de 9 milliards. Dans tous les États républicains, il n'y a absolument aucune émeute, alors que dans la plupart des États démocrates, sauf ceux où des vols et des fraudes ont été découverts, il y en a. S'il y en a, elles sont presque imperceptibles. Faisons ce que font les enquêteurs. Essayons de mettre de côté l'émotion et d'examiner image par image, moment par moment. Donc, quand ça bouge comme ça, on ne voit pas tous les éléments. Chan Kael Folge, als wir jetzt stoppuhr kann, ohne Capture. C'est une vidéo de mauvaise qualité, un artefact visuel ou des pixels mal projetés. On dirait que le pistolet est armé et qu'on voit le canon. Si on modélise l'image et la compare à la photo du pistolet confisqué publiée par le ministère de la Justice, la culasse semble tirer en arrière, révélant l'intérieur du canon.
Quand il tourne brusquement l'arme, au sommet du mouvement, la culasse semble avancer. Cet indice visuel est le premier élément de preuve, mais le second est très rapide et ne semble apparaître que sur une image. C'est pourquoi je ne l'ai pas vu immédiatement. Un léger nuage de fumée semble apparaître quand le pistolet recule. Désormais, cela est à peine perceptible. Encore une fois, il est difficile de dire si ce n'est pas juste des artefacts liés à la mauvaise qualité de la vidéo entre ces deux images. Quand le pistolet effleure sa jambe, il saute d'1 ou 2 pouces et une substance grise sort du canon. Je pourrais mettre ça dans Photoshop et ajuster rapidement couleur et contraste pour le rendre plus net. Quand j'augmente le contraste, ça devient immédiatement visible, on dirait vraiment qu'il y a de la fumée qui sort du canon. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais ça y ressemble beaucoup. De plus, ce n'est pas le seul facteur. Nous devons aussi faire attention à cet objet au sol. On dirait une casquette de baseball ou un chiffon noir. Ce pourrait être le chapeau d'Alex, si je ne me trompe pas. Dès que la fumée apparaît, le chapeau semble s'envoler. Certains pensent que c'est la jambe de l'officier qui fait bouger le chapeau, mais en regardant l'image, je n'en suis pas certain. Je ne sais pas s'il marche dessus, et il est difficile de dire s'il pourrait, en la frôlant à peine du pied, ou disons en appuyant et en repoussant avec le pied, faire en sorte que le tissu du sommet du chapeau saute en l'air. Voilà, la question est de savoir s'il s'agit d'une trace de balle, peut-être tirée sur lui ou à proximité immédiate. Je ne sais pas, les gars. Au début, en regardant, j'attendais un impact sur le béton, peut-être un nuage de poussière, même si une balle de 9 mm n'en produirait sans doute pas beaucoup, surtout sur du béton gelé, sûrement plus dur. Mais en général, je veux dire, c'est une théorie plausible, et maintenant, la question est de savoir si les officiers impliqués dans cette rencontre et dans cette situation étaient au courant. Est-ce que la scène du crime a été préservée? Où est ce chapeau? Contient-il un trou de balle? La balle l'a-t-elle touché directement? Y a-t-il des traces d'impact sur le béton? Que peut dire l'officier tenant le pistolet d'Alex Petty? Ce sont des questions cruciales à poser avant toute conclusion. C'est pourquoi une enquête est si importante. Il ne faut pas tirer de conclusions politiques hâtives ni affirmer sans preuve que cet homme a été exécuté pour des raisons politiques ou qu'il était désarmé. Ils le savaient. Ils l'ont abattu en lui tirant dans le dos sans raison. Si vous tirez de telles conclusions instantanément, vous êtes clairement malhonnête. Votre opinion, honnêtement, je pense qu'elle devrait être immédiatement rejetée. Ce que vous essayez de faire, c'est d'utiliser une situation confuse pour faire de la propagande auprès des gens, c'est utiliser une situation confuse pour manipuler les gens. Le pistolet a été pris, en fait, pourquoi le prendre? Non, messieurs, c'est pour tirer. Voilà toute l'histoire. Une foule enragée poursuivait les policiers lors de leur raid pour arrêter des criminels dangereux. Je répète, criminels dangereux. La situation est tendue, la foule se jette sur les policiers, leur lance des bouteilles congelées, des morceaux de glace, sifflent, gênent, et essaient sans cesse de les bousculer ou de les frapper, une bagarre éclate. Quelqu'un, voyant un pistolet chez notre héros anti-héros, crie « Il a une arme !» 2 policiers dégainent aussitôt leur pistolet. La question devient celle de la défense de leur vie. Ils ont devant eux un homme armé. J'ai en fait une question. Qui est responsable? Je vais vous donner plusieurs options, vous savez, comme cela se fait dans les universités aujourd'hui. Devinez quelle est la bonne réponse. Premièrement, qui est responsable? La police fédérale qui est venue faire appliquer la loi américaine. Deuxième option. La direction du Parti démocrate qui a créé une atmosphère de harcèlement, empêchant la police d'accomplir ses fonctions officielles, y compris ceux qui ont payé les agitateurs. Peut-être que c'est leur faute, ou bien les policiers sont responsables. Personne ne leur a tiré dessus, mais eux ont tiré et tué. Quatrièmement, sont responsables ceux qui, sous l'influence de la propagande et du conditionnement, sont tombés dans la frénésie. Et, comme les agitateurs les y incitaient, ils protégeaient de leur corps les meurtriers que la police était venue arrêter. Cinquième option, ou peut-être que la presse corrompue et ignoble est responsable, celle qui ment, trompe, dupe, puis, après avoir repris son souffle, induit délibérément en erreur, dans un seul but de gagner de l'argent pour eux-mêmes, pour un voyage en Italie ou aux Bermudes, acheter une Rolex, là-bas ils ne peuvent pas atteindre le Zolotoi et fumer des cigares très chers.
les gens meurent. D'abord, une lesbienne qui essaie d'écraser un policier, maintenant cet enragé qui apporte constamment des armes dans des situations conflictuelles. Et réfléchissez aussi à qui cela profite, à qui veut vraiment que le plus grand nombre possible de possédés meure. Nous allons en rester là pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Mais j'ai une petite annonce. Ci-dessous, il y a un lien vers mon livre. C'est un roman d'aventure semi-fantastique. Mais donc c'est gratuit, le livre est gratuit, mais tout ce qui nous arrive aujourd'hui y est décrit. Vous pouvez la télécharger absolument gratuitement maintenant. Elle s'appelle « À la recherche de Hugues ». Écrite en anglais puis traduite en russe, voici justement la version russe. Des personnes connues, que vous connaissez j'espère, en ont parlé positivement. Giuliani, Sarah Park, m'a écrit de très bonnes choses sur elle, Marsha Blackburn, sénatrice américaine, et de nombreux autres politiciens et journalistes. Un critique de Londres, du London Review, a écrit qu'il avait ressenti le goût de 1984 et de la ferme des animaux. J'espère que vous savez de qui sont ces livres. J'ai été très flatté. Ici, elle est gratuite, alors que sur Amazon, la version électronique coûte 4,99, mais ici, c'est gratuit. Sur ce, nous terminons et jusqu'à la prochaine fois, quand il y aura des événements très intéressants et importants pour nous, je viendrai certainement à votre rencontre encore une fois. Au revoir.